Bonsoir mes amis et bienvenue à ce 11e numéro du Club. Une édition spéciale avec un invité de marque, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, Hervé Renard. L'occasion pour nous de mieux connaître le patron des Lions de l'Atlas, de lui permettre aussi de s'expliquer sur ses choix, de nous parler de sa vision et surtout de ses objectifs à la tête de la sélection marocaine de football. Hervé Renard, invité exceptionnel du club, c'est parti. Bonjour Hervé Renard. Bonjour. Merci de nous recevoir. On aurait aimé, ça va se faire, vous accueillir dans nos studios de Rabat, mais on n'est pas plus malheureux dans un cadre aussi magnifique que celui de l'hôtel Royal Palm. On a enfin pu mettre la main dessus, mais j'imagine qu'avec un programme ultra chargé, un énorme chantier que cette équipe du Maroc, ça fait pratiquement 10 mois que vous êtes en charge de la sélection marocaine. D'abord, quel bilan vous faites de cette période? Moi, je suis assez satisfait de ces 10 premiers mois. J'ai beaucoup réfléchi avant de m'engager avec la Fédération royale marocaine de football. Les petites choses qui me chagrinaient un petit peu, c'était les mauvaises performances depuis pas mal de temps. Le mauvais classement FIFA qui allait forcément entraîner un tirage au sort difficile pour les éliminatoires Coupe du Monde. Et puis pour les Coupes d'Afrique aussi, quand on se retrouve dans le chapeau 3, forcément on a des adversaires qui sont d'une qualité normalement qui ont été beaucoup plus performants que vous ces dernières années. En fait, c'est un cercle vicieux, hein. Voilà, mais après, on se dit qu'il y a un potentiel, qu'il faut changer certaines choses, que ça prendra certainement un petit peu de temps pour changer les choses, pour faire les choses à notre manière. Quand je dis notre manière, c'est au staff et à moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec Patrice Baumel, qui est un adjoint magnifique et très très compétent, qui m'a suivi partout. Et puis après, il y a des gens qui étaient en place, des gens qui apportent beaucoup, avec qui j'avais envie de travailler, comme Moustapha Hadji, Philippe Sens qui s'occupe des gardiens, puis après il y a tous ceux qui sont un peu plus dans l'ombre, mais qui font un travail remarquable. Donc sur ce côté-là, au niveau de l'organisation, au niveau des moyens mis à la disposition de l'équipe nationale, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'égal en Afrique. C'est du, comme on dit en anglais, high level. Maintenant, aujourd'hui, l'équipe n'est pas high level. Elle est d'un bon niveau. Le dernier match laisse à peu près tout le monde sur sa faim. Moi également, puisque bien sûr on avait tous imaginé une victoire contre la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand j'emploie certains mots dans une conférence de presse d'après-match... On y reviendra. On va d'abord revenir un petit peu sur votre arrivée. Effectivement, l'équipe du Maroc traverse une crise de résultats depuis plusieurs années. Le fait que vous acceptiez ce défi, parce que c'est un véritable défi, parce qu'on va dire pourquoi moi je vais réussir ou tant d'entraîneurs ont échoué. Quel a été votre diagnostic et concrètement de cette équipe du Maroc quand vous avez accepté de la prendre, dans quel état elle était? Déjà, elle était 81e mondiale au classement FIFA, ça fait loin, 18e au niveau du classement de la CAF. Donc ça fait réfléchir. Quand on sait qu'il n'y a que 16 qualifiés pour une Coupe d'Afrique, on se dit, qui plus est, on avait le Cap-Vert qui restait sur de belles performances ces dernières années. Maintenant, ça va un peu moins bien. On a l'impression qu'on C'était à l'époque, pour rester au classement FIFA, parce que maintenant ça nous arrange tous les deux d'en parler, qu'ils étaient leaders du classement FIFA. Voilà, donc qui depuis des défaites contre nous ne fait que perdre, mais c'est le football parfois qui veut ça. Donc tout ça a fait que... Mais au-delà du classement FIFA... Je savais que c'était une tâche difficile. Maintenant, le potentiel joueur, il y a un potentiel joueur de qualité. Forcément, s'il n'y a pas de résultat, d'abord je l'ai dit droit dans les yeux aux joueurs, j'ai dit, je pense que ces dernières années, vous avez eu quelques coachs différents. Je pense que vous avez eu de très bons coachs.
Donc moi je veux bien qu'on mette toujours la responsabilité sur l'entraîneur, mais à un moment donné il faut savoir faire sa propre autocritique. Et c'est certainement parce qu'il faut que vous fassiez plus. Donc moi je vais vous demander beaucoup plus. Il y a des habitudes qui vont être perturbées. Certains joueurs qui venaient certainement en sélection et qui étaient pratiquement sûrs de jouer, ça ne va plus être le cas. Je pense que je tiens ma promesse, puisque ceux qui ne jouent pas dans leur club, ça devient difficile pour eux, parce que j'estime qu'on n'est pas performant quand on n'a pas de match de compétition. Même si on s'entraîne très bien, quand on rentre 10 minutes dans chaque match le week-end et qu'on n'a pas de match avec l'équipe réserve, par exemple, bah, c'est difficile, quoi, parce que on enchaîne les exercices physiques tout seul, on enchaîne les entraînements à part, mais ça remplace pas la compétition. Et les matchs, spécialement dans la zone Afrique, partout dans le monde bien sûr, mais c'est des matchs très difficiles. Parfois, quand on arrive au Gabon, par exemple, mon discours c'est, même si le terrain n'est pas très très bon, même si le ciel n'est pas très très bleu, même si le vestiaire n'est pas très très grand, bah, il faut jouer, il faut prendre des points, et il faut être solide. Voilà. Parce que tous ces arguments, il faut les oublier, même quand on vient de très très grands clubs ou de très bons clubs. Et puis il faut défendre les couleurs de sa nation avec son cœur. Certains disent, un petit peu dans les milieux médiatiques et sportifs, que cette équipe elle est un peu trop choyée. Ça pose peut-être aussi un problème. Alors quand elle voyage en Afrique, forcément elle est forcément en difficulté. Non, je pense pas. On va quand même pas reprocher à la fédération de bien faire son travail. Voilà, on va pas reprocher au Maroc d'avoir de belles infrastructures, d'avoir de bons terrains, d'avoir un éclairage qui est digne de ce nom. Des conditions high level. Voilà, on va pas reprocher quand même, sinon on prend le problème à l'envers. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire une gymnastique certaines fois pour aller à l'extérieur et s'accommoder aux conditions extérieures. Quand vous allez jouer au Cap-Vert sur un synthétique qui a certainement plus de 10 ans et qui ressemble plus à une moquette d'appartement qu'à un terrain synthétique nouvelle génération, c'est pas facile. Et je pense que ça faisait très longtemps que le Maroc n'avait pas gagné à l'extérieur un match qualificatif pour une Coupe d'Afrique. Donc les joueurs ont répondu présent et ils ont su ce jour-là se mettre, et même au Gabon, parce que croyez-moi, le Gabon est une belle équipe, ils ont fait match nul au Mali. Et je pense que dans ce groupe, beaucoup de gens ont fait des analyses hâtives après notre match contre la Côte d'Ivoire, mais on n'est pas au bout de toutes nos surprises, je pense. Donc il va falloir être régulier, il va falloir être très solide. Et puis bien sûr, il ne faut pas se le cacher, de toute façon, quand on a la Côte d'Ivoire dans son groupe, on va quand même pas fanfaronner en disant on est meilleur que la Côte d'Ivoire et qu'on va finir devant la Côte d'Ivoire. Moi, c'est pas mon style. Voilà. Quand je dis que la Côte d'Ivoire, ces 10 dernières années, a fait 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations et 3 Coupes du Monde, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, ça n'a pas l'air de plaire tout le temps, mais je ne vais pas changer ma façon d'être, je ne vais pas changer ma façon de faire. Je dis les choses, ça ne veut pas dire que quand on est rentré sur le terrain contre la Côte d'Ivoire, on n'avait pas du tout envie de gagner. Bien au contraire. Moins ambitieux au moment d'affronter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie, qui plus est, encore plus, de les battre et de tout faire pour les battre. Alors on a fait beaucoup de choses pour les battre, on n'a certainement pas tout fait pour les battre parce que sinon le résultat aurait été différent. Mais je pense que rétrospectivement, quand on regarde une nouvelle fois le match, quand on regarde toutes les statistiques du match, on n'a pas fait un si mauvais match que ça, mais il manque l'essentiel, ce petit but qui aurait pu faire la différence. Justement, Hervé Renard, vous êtes arrivé avec votre costume de grand spécialiste du football africain, quelqu'un qui a travaillé beaucoup en Afrique et surtout qui a réussi en Afrique. Quels sont, comparés à vos expériences en Zambie, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Angola aussi, quelles sont les spécificités de votre mission au Maroc par rapport à ces expériences? Il n'y a pas un seul pays qui se ressemble, enfin de tous ceux que j'ai faits. Le Ghana, qui est en Afrique de l'Ouest, ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire, qui est aussi en Afrique de l'Ouest. D'abord, c'est un pays francophone.
la Côte d'Ivoire, le Ghana est un pays anglophone. Non, mais au niveau de la gestion des équipes. Mais c'est pour ça que je vous dis, tout est différent. Le joueur marocain est différent du joueur zambien. Il a des susceptibilités un peu plus affirmées, on va dire, si je devais faire une petite comparaison. Donc parfois, il faut y aller avec un petit peu plus de souplesse, tout en disant les mêmes choses, mais en employant peut-être des mots différents. Avec la Zambie, c'était une équipe de soldats, mais avec en commun une mission collective, c'est-à-dire travailler. Un commando. Tout en sachant qu'on n'était pas les meilleurs, mais qu'il fallait battre les meilleurs. Voilà, donc c'est ce qu'il faut essayer d'acquérir ici, c'est devenir une équipe difficile à battre. On vous a entendu demander le soutien du public, haranguer un peu les tribunes pendant ce match Côte d'Ivoire-Maroc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de communion avec cette équipe nationale comparée par exemple à ce qu'on voit déjà dans la Botola et entre les publics de certains clubs? Je pense que le mot n'est pas trop fort, il y a eu un certain désamour de l'équipe nationale. Donc ça, il faut le reconquérir. Et c'est très difficile. Donc je demande un peu d'indulgence. Je demande juste aux gens d'analyser les choses objectivement. En prenant pas parti pour tous les paramètres que parfois on évoque, entraîneur local, entraîneur étranger, le joueur qui vient et qui n'est pas le même que dans son club. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être ça. Le joueur, s'il vient en sélection nationale, il ne vient pas pour l'argent, il vient pour porter les couleurs de son pays. Et croyez-moi, tous ceux qui sont venus jusqu'à présent, ou presque, à 98%, j'ai pas vu un seul mouvement d'humeur, puisque aujourd'hui le mot d'ordre, c'est le collectif et l'état d'esprit. Celui qui dérogera à ça, qui pensera d'abord à lui-même plutôt qu'au collectif, ne pourra pas rester avec nous, c'est pas possible. Moi, je ne conçois pas le football de la sorte. Donc, je demande que les gens, et qui plus est, on en avait énormément besoin dans ce match, soient un peu comme les publics anglo-saxons en Première Ligue, où parfois leur équipe peut être menée, mais jusqu'à la dernière seconde, ils encouragent leur équipe. Après, on peut faire les reproches, on peut faire les analyses, il y aura beaucoup de monde qui vont les faire. Chacun aura sa propre idée sur le match qui vient de se dérouler, mais c'est important d'avoir un soutien. Donc, quand on partira à la CAN en janvier 2017, j'aimerais bien que le public marocain soit derrière son équipe avec son cœur devant la télévision et que de nouveau il croit qu'on est capable de faire quelque chose de bien. Où réside votre responsabilité, la responsabilité de l'équipe nationale parce que dans n'importe quelle relation, les responsabilités sont un petit peu partagées. Est-ce que vous pensez par exemple que les joueurs en font assez en dehors du terrain, pour obtenir cette adhésion, pour qu'il y ait que ce feu reprenne et que cet amour reprenne entre la sélection marocaine, parce qu'il y a les déceptions sportives, il n'y a pas que ça, peut-être on sent que, je ne sais pas, peut-être c'est une impression, vous êtes le patron de cette sélection, et à vous de nous éclairer aujourd'hui, que il y a un désamour, une sorte de divorce. Moi, depuis que je suis là, je suis entièrement satisfait du comportement des joueurs. J'ai même été surpris quelquefois de certains comportements, mais surpris positivement par rapport à ce qu'on avait pu me dire. Mmh. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs je l'ai dit avant ce match contre la Côte d'Ivoire, la victoire sera pour vous. S'il n'y a pas de victoire, le reste, ça sera à moi de gérer. Donc je vais dire la même chose pour la Coupe d'Afrique. Il y a le matériel pour bien faire. On est dans un groupe très difficile avec la République démocratique du Congo, le Togo et la Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire sont deux adversaires très très difficiles. Le dernier vainqueur de la CAN 2015 et l'avant-dernier cité demi-finaliste qui a perdu contre la Côte d'Ivoire en demi-finale. Donc, et qui plus est, qui récupère ces derniers temps quelques joueurs de grosse qualité.
avec un entraîneur qui connaît bien son groupe, qui a gagné le CHAN avec son équipe locale. Donc c'est une équipe très difficile. Mais l'objectif reste le même. Il faut absolument passer ce premier tour et se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, donc moi j'en assume la responsabilité, c'est ma mission, c'est l'objectif que je me suis donné ici. Objectif logique pour une sélection qui n'a plus passé le premier tour depuis plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, effectivement. Donc 2004 c'est loin. Ça sera, je l'espère, en janvier 2017, ma 6e Coupe d'Afrique consécutive. Une en tant qu'adjoint avec le Ghana, où on a fini 3e. Et puis les 5 autres, en espérant bien sûr que je ferai la prochaine, en tant que numéro 1 d'une équipe africaine. En 2013, on ne s'est pas qualifié pour le 2e tour avec la Zambie. Juste l'année d'après le sacre de champion d'Afrique, on a fait 3 matchs nuls dans la poule. Et on a été éliminé par les 2 finalistes, le Nigeria et le Burkina Faso. Et j'avais l'impression qu'on avait une équipe encore plus forte qu'en 2012. Mais le football réserve parfois des choses qui font que... Mais c'est comme ça, il faut assumer ses responsabilités. Moi, je suis là pour qualifier l'équipe dans un premier temps pour les quarts de finale. Le reste, on en parlera après, mais il faut avoir cet objectif en commun. Et puis après, j'ai l'habitude de dire toujours la même chose, une autre compétition commencera. Justement, avant de revenir sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, restant sur cette Coupe d'Afrique des Nations, vous allez être dans la ville d'Oyem. C'est une petite ville, les conditions seront beaucoup plus compliquées que si vous aviez été à Libreville par exemple. Est-ce que cela vous inquiète? Et est-ce que aussi le fait d'aller préparer cette Coupe d'Afrique aux Émirats est selon vous la meilleure chose à faire? C'est mon expérience qui me fait dire ça. En janvier 2015, on était aux Émirats avec la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on connaît le résultat. Est-ce que c'est parce qu'on est allé aux Émirats mais on était dans des conditions optimales? Avec le Ghana en 2008, lorsque j'étais adjoint avec Claude Leroy, avec les Black Stars, on était aussi aux Émirats. On a fini 3e. Donc je pense pas que ça soit ça qui puisse nuire au résultat. Je pense que ça, c'est des arguments qu'il faut oublier. Ça fait parler. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui de suite pensent on dépense beaucoup d'argent pour l'équipe nationale, mais sachez simplement que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Ouganda, à ma connaissance, seront eux aussi aux Émirats pour préparer leur équipe, leur Coupe d'Afrique des Nations, et le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont parmi les 2 gros favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que oui. Moi, je pense que c'est un très bel endroit pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations. Revenons aux conditions de séjour, mais ça, c'est de toute façon, on joue en Afrique, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Comment vous allez préparer vos joueurs à des conditions un peu difficiles, à une vie dans des conditions difficiles pendant le plus longtemps possible, en tout cas on l'espère. Vous qui avez énormément d'expérience au niveau africain. Eux, ils en ont pas, et beaucoup vont vivre et vont connaître la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de leur parcours. Déjà, ce qu'il faut espérer, c'est avoir un bon terrain pour les matchs. Et j'espère puisque quand on est parti pour le tirage au sort, la pelouse n'était toujours pas posée. Donc on espère que le terrain sera de grande qualité, ne se dérobera pas comme on a pu le voir dans certaines Coupes d'Afrique. Donc j'espère que de ce côté-là. Et puis aussi, ce qui est important, c'est un bon terrain d'entraînement. Après, si vous avez un hôtel correct, digne de ce nom, ou de toute façon, d'après ce qu'on m'a rapporté, tout sera parfait de ce côté-là. Alors peut-être pas du palace, mais peut-être que c'est une bonne chose. On va être dans des conditions qui seront similaires aux autres équipes qui seront dans notre groupe. Donc voilà, il faut se concentrer sur les entraînements, la récupération, et puis les matchs. Avec 3 matchs, ce serait difficile, mais il y a suffisamment de personnes dans ce staff qui ont l'expérience des Coupes d'Afrique. Donc s'il faut transmettre des petits tuyaux aux joueurs, on ne cessera de le faire, et je suis persuadé qu'ils sont prêts pour cette belle aventure. Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc, qui reviendra dans la seconde partie du club sur d'autres aspects
de sa mission à la tête de la sélection nationale. Restez avec nous, on va se retrouver dans un court instant. Bienvenue mes chers amis dans cette seconde partie du club avec comme invité exceptionnel Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe du Maroc. Alors sans tarder, la suite de ce premier entretien qu'Hervé Renard nous a accordé depuis son arrivée à la tête de la sélection marocaine il y a 10 mois. Revenons à ces éliminatoires de la Coupe du Monde. 2 points en 2 matchs. Est-ce que vous êtes satisfait de cette cueillette? Est-ce que aujourd'hui, bon, la situation elle est difficile, effectivement un groupe très compliqué avec la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous êtes satisfait déjà de ce que vous avez accompli en éliminatoire de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant? Non, je pense qu'il nous manque 2 points sur notre tableau de marche. On voulait avoir 4 points après la deuxième journée. Donc, on peut appeler ça un petit faux pas à domicile, puisque quand on fait match nul à domicile, c'est des points qui, entre guillemets, paraissent perdus. Vous regrettez plus les 2 points de Marrakech que ceux de Oui, je pense qu'au Gabon, on a fait le match qu'il fallait. Oui, c'était un match très difficile. C'était un match difficile. Je pense que tactiquement, on a su bien contrer cette équipe du Gabon qui a eu un secteur offensif très très performant et on ne s'est pas créé ce jour-là des occasions qui puissent nous faire dire qu'on aurait pu partir avec une victoire. Ça aurait été généreux de gagner là-bas. Ça aurait pas été un hold-up, mais ça aurait été généreux. Mais contre la Côte d'Ivoire, on a les occasions, même si elles ne sont pas énormes, pour gagner ce match. Donc le gardien a fait une très belle partie pour un de ses premiers matchs en équipe nationale. Donc voilà, donc on peut dire oui. Et sur le plan du jeu? Sur le plan du jeu, quand on va au Gabon, on adopte une tactique où on réussit à contrer l'adversaire. Maintenant, il faut avoir l'intelligence et de se projeter plus rapidement vers l'avant pour le contrer, chose qu'on n'a pas bien fait. Par contre, défensivement, on a été irréprochable, même très bon, je trouve. Contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'on a fait le match qu'aujourd'hui on peut faire. Voilà. Et il nous faut trouver cette complicité, ces associations dans le secteur offensif qui feront qu'on puisse faire la différence dans des matchs comme ça. L'équipe du Maroc est en plein chantier, pas depuis que vous êtes là, mais bien avant. Il y a beaucoup de passages. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez des certitudes? Est-ce que vous avez une idée claire sur un groupe resserré avec lequel vous allez travailler, ou vous êtes toujours à la recherche d'autres joueurs, d'autres éléments qui peuvent vous combler des manques que vous avez notés? Moi, j'ai toujours travaillé de la sorte. J'ai toujours eu un noyau de 16, 17 joueurs. Aujourd'hui, on les a. Et puis après, entre le 18e et le 23e, on va dire, je me suis toujours laissé le droit de changer, de faire venir des joueurs pour les voir dans des situations. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, par exemple, n'ont pas participé à la Coupe d'Afrique 2 joueurs qui sont actuellement titulaires avec l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est Jean-Michel Seri, il est venu avec nous, il a passé un stage, je ne l'ai pas retenu pour la Coupe d'Afrique. Bon, il y avait Yaya Touré aussi au milieu, donc voilà. Puis Adama Traoré qui joue latéral là, qui était venu aussi avec nous et puis qui n'a pas été retenu pour la Coupe d'Afrique. Il y avait aussi Koné, le défenseur central, qui n'avait pas été retenu. Mais ils sont venus, voilà. Donc après, quand les joueurs viennent, c'est à eux de montrer qu'ils ont envie de pousser la porte. Moi, c'est le message que j'envoie, parce qu'on peut être bon dans son club, mais si on vient sur la pointe des pieds en équipe nationale en ne pensant pas qu'on peut bousculer la hiérarchie, ça devient difficile, quoi. Et justement, quand on joue contre le Togo, 3 jours après le match de la Côte d'Ivoire, et que le 11 de départ est complètement différent, ça me donne énormément d'indications. Parce que je ne vois pas un joueur dans son contexte.
Je ne vois pas Ismaël Haddad jouer avec le WAC Casablanca, jouer avec ses partenaires avec lesquels il a l'habitude de s'entraîner, tout ça. Je vois Ismaël Haddad jouer avec l'équipe nationale. Et ça m'apporte beaucoup d'indications. Bon, toujours concernant ces éliminatoires de la Coupe du Monde et cette déception après ce match nul qu'on s'était face à la Côte d'Ivoire, bon, certains vous en reprochaient. Peut-être c'est l'occasion aussi de vous expliquer, de clarifier votre message, que, comme vous avez dit, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez, la Côte d'Ivoire, c'est la meilleure équipe d'Afrique, ils sont leaders du classement FIFA, ils sont champions d'Afrique en titre. Certains ont interprété cela comme si c'était un manque d'ambition, qu'on baisse les bras, qu'on pose les armes. Ils ne connaissent pas ces gens-là. Ils ne connaissent pas bien. Je pense qu'ils ne connaissent pas bien mon caractère. Quelle que soit l'équipe que je dirige, même si je joue contre une très grande équipe, et c'était le cas contre la Côte d'Ivoire, mon ambition, elle restera toujours la même. Maintenant, quand j'ai la lucidité à froid après le match d'analyser les choses et d'expliquer aux gens juste l'adversaire qui était en face de nous. Voilà. C'est pas se chercher des excuses, puisque j'ai aussi été le premier à dire qu'on n'était pas satisfait du résultat, qu'on était rentré sur le terrain ce soir-là pour gagner. Donc voilà, mais j'ai simplement expliqué que la Côte d'Ivoire n'est pas le premier venu, qu'il y a quelques mois, je vais revenir dessus, mais on était 18e équipe africaine au classement de la CAF. Aujourd'hui, on a grimpé à la 10e place. Ça me semble être une progression assez importante. On était 81e au classement FIFA, on est 57e au jour le jour, puisque c'est sorti aujourd'hui. Certains vont dire que j'ai fait exprès de faire cette réunion aujourd'hui. Non, là, je serais vraiment un grand stratège. Je confirme que non. Mais voilà, j'ai juste expliqué l'adversaire qui était en face de nous. Et 3 jours après, je n'ai pas manqué de signaler aux journalistes, qui peuvent parfois l'interpréter de façon différente de la mienne, que la Côte d'Ivoire venait juste de terminer un match nul contre la France, qui plus est en France, sur le même score que contre nous, 0-0, avec sensiblement le même 11 de départ, à part le gardien titulaire qui est rentré et un milieu de terrain qui est Cheikh Doucouré qui a remplacé Nguessan, le milieu de terrain ancien. Oui, je connais cette équipe par cœur. Hein. Donc on a tout fait pour l'analyser de la meilleure façon possible, pour la battre, pour essayer de jouer sur ses points faibles. Elle en a quelques-uns, mais on n'a pas réussi ce soir-là à la déstabiliser comme on aurait aimé le faire. Voilà. Mais je cherche aucune excuse, j'essaye simplement d'analyser. Si vous allez jouer le Brésil, qui est 2e au classement FIFA aujourd'hui, et que vous faites une belle rencontre et que vous obtenez un match nul, vous allez vous féliciter parce que vous avez obtenu un match nul contre une équipe qui est l'une des meilleures équipes mondiales. Voilà, c'est tout simplement, c'est expliqué, parce que je pense que lorsqu'on défend les couleurs d'une équipe nationale, les supporters sont toujours... mais je rencontre pas seulement ça ici, hein, c'est partout. Je me rappelle même en Zambie, il fallait battre tout le monde. Et pourtant, c'était la Zambie, mais il fallait battre tout le monde, quoi. Moi, oui, c'est bien d'avoir cet état d'esprit. Mais à un moment donné, en football, vous avez un adversaire. Vous ne faites pas toujours ce que vous voulez parce qu'il y a un adversaire de qualité. Et ce n'est pas parce que vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est parce que l'adversaire a tellement de qualité qui vous empêche de développer le jeu que vous aimeriez faire. Mais vous comprenez la déception un peu des gens. Ils disent, et on en parlait, on en disait même sur nos plateaux de télévision, qu'aujourd'hui le meilleur joueur de l'équipe du Maroc, c'est Hervé Renard. Donc avec son expérience, avec sa connaissance du football africain et de cet adversaire en particulier. Mais moi, je ne suis pas le meilleur joueur marocain. Le meilleur joueur marocain, celui qui évolue aujourd'hui au plus haut niveau, c'est Mehdi Benatia. Et qui a d'ailleurs été très bon contre cette équipe ivoirienne. Donc voilà, il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs qui évoluent dans de très bons clubs. Vous avez un joueur, j'ai été interpellé, pas plus tard que ce matin, je faisais un footing, pourtant j'étais très isolé, et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit Younes Belhanda. Donc quand les dernières minutes pour finir mon footing, j'y ai pensé.
Donc je me suis dit cet après-midi, quand je serai devant le journaliste, vous voyez, je vous le cache pas, je vais expliquer. Aujourd'hui, le problème de Younes Belhanda, c'est pas Younes Belhanda, c'est l'équipe. On arrive parce que Younes Belhanda, c'est un joueur qui fait jouer les autres. C'est un joueur qui joue avec simplicité, qui a une technique très simple pour bien faire jouer les autres. Et c'est ce qu'il fait avec l'OGC Nice, parce que chaque match de championnat qu'il fait actuellement, il est très très bon. Et là, c'est un peu votre responsabilité. Voilà. Donc aujourd'hui, si Younes Belhanda n'a pas été comme on l'a vu avec l'OGC Nice contre la Côte d'Ivoire, c'est certainement parce que je vous parlais d'association, c'était peut-être pas la meilleure association possible. Mais Younes Belhanda, moi je lui fais entièrement confiance. D'abord, c'est un garçon qui, avec moi jusqu'à présent, a un état d'esprit remarquable. Et je vais le défendre. Je vais le défendre parce que je suis certain de ses qualités et je suis certain qu'il va nous apporter beaucoup, beaucoup plus. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, et les chiffres sont là, qui n'a pas eu beaucoup de réussite avec l'équipe du Maroc. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, loin de là, mais qui n'est jamais arrivé à apporter un plus, à avoir le même niveau qu'il a avec ses clubs respectifs. Et effectivement, ce que vous dites, ça peut être une explication, c'est que il n'est pas mis dans les meilleures dispositions. Voilà, donc c'est à nous, à moi, de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il donne la plénitude de ses moyens. Mehdi Benatia? Un plaisir de travailler avec lui. Quand on ne côtoie pas les joueurs, on a un regard en regardant les matchs. Puis quand on les voit au quotidien, on se dit il n'est pas là où il est par hasard. Voilà. Vous avez parlé, on va s'intéresser aussi un petit peu à vous, Hervé, bien sûr votre parcours et votre carrière en Afrique. On remarque que vous ne restez pas très longtemps dans les sélections que vous dirigez. Pourtant, vous avez eu beaucoup de réussites. On comprend pas facilement aujourd'hui, mais c'est quelque chose de tout à fait personnel. Comment un coach qui connaît autant de réussites, par exemple avec une sélection comme la Côte d'Ivoire, c'est le bon plan. Avoir la Côte d'Ivoire, avoir ses joueurs entre les mains, réussir avec eux. Pourquoi vous n'êtes pas resté, par exemple, ne serait-ce que cette dernière expérience en Côte d'Ivoire? Alors si je ne suis pas resté en Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai eu une proposition d'un club européen. Et que... Alors j'avais fait un premier passage à Sochaux. Pour dépanner. Un très bon passage, mais malheureusement qui s'est mal terminé lors de la dernière journée. Mais j'avais goûté à la Ligue 1 et j'avais apprécié. Parce qu'on avait fini par exemple 5e dans la phase retour. On rappelle. Mais il y avait une telle dynamique que ça m'avait laissé quelque chose de... Et donc, quand on a terminé avec la Côte d'Ivoire, on a été champion d'Afrique, je me suis dit c'est peut-être le moment de partir, parce que quand on est en haut, parfois c'est bien de partir. Et donc, je suis parti en Europe, ça s'est passé comme ça s'est passé, mais parce que j'avais des ambitions, contrairement à si certains trouvent mon discours pas très ambitieux, je suis quelqu'un de très ambitieux. Donc j'ai voulu me confronter en Europe avec un club qui avait été très bon dans le championnat de France, qui maintenant l'est un petit peu moins. C'était certainement pas le meilleur timing pour aller là-bas, donc je reconnais que j'ai fait une erreur. Mais c'est l'explication. Après la Zambie, j'en suis parti. Après les éliminatoires Coupe du Monde, on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. C'est le Ghana qui a fini premier, on a fini deuxième. Donc voilà pourquoi. Et puis... Parfois, vous partez, c'est pas dû seulement à votre décision. Si vous sentez que la fédération ne vous soutient pas à 100% dans un endroit, ne vous laisse pas le temps de travailler, à quoi bon rester? Voilà. Maintenant, si on apprécie le travail, si on est capable d'analyser avec intelligence ce qui est fait, ce qui a été fait, ce qui n'a pas encore été fait, mais ce qui devrait être fait, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le cas de toutes les fédérations. Parce que, comme vous le disiez, parfois les gens qui sont à la tête de fédérations font les choses précipitamment. Il faut changer parce qu'on ne s'est pas qualifié. Donc, pour cette expérience marocaine, vous vous inscrivez dans la durée avec cette équipe du Maroc? Moi, quand je signe au Maroc, je signe un jour ou... pour des mois, des années, ou voilà, je sais pas. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Le football aujourd'hui, c'est... Ouais, mais on travaille pas de la même manière.
Non, non. Qu'on part dans un mois ou qu'on part dans 3 Il ans. faut juste vous mettre dans la tête d'un coach en 2016. Le football aujourd'hui a changé. Vous pouvez le voir. Alors ça fait un moment qu'il y a la valse des entraîneurs, mais je pense qu'on est le fusible préféré lorsque les choses vont un tout petit peu moins bien. Donc on se forme une carapace en se disant, moi je suis là pour travailler dans la durée. Et la valise est prête. Je suis là pour former, pour préparer l'avenir, c'est-à-dire pour être bon au jour le jour, pour être bon à cette prochaine Coupe d'Afrique, puis aussi pour anticiper, pour penser à ce que pourrait être le mois de juin 2017 pour les prochaines qualifications. Donc peut-être prendre un ou deux joueurs qui sont peut-être pas encore prêts à 100%, mais qui vont venir. Donc on travaille dans ce cadre-là. Mais, comme vous le disiez... Vous vous projetez. Mais comme vous le disiez, mais on sait aussi que la valise, elle est prête dans le placard. Voilà, mais je veux dire... Imaginez, allez, on prend un cas de figure, hein, ça va faire sourire. Maroc, Premier tour ça de se Coupe passe mal d'Afrique. à la Coupe d'Afrique. C'est normal. Qui prend la Moi, je vais vous dire que c'est qui normal. prend la décision? C'est Mais moi c'est normal ou parce c'est la qu'on fédération? on saute du premier tour de la Coupe d'Afrique depuis 2004. Donc Ben, c'est pour pas, moi, c'est pas quelque chose eh ben, d'exceptionnel. pour moi, c'est pas normal. Enfin voilà, c'est pas normal. Alors c'est à vous de prendre à ce moment-là la Pour moi, c'est décision. pas normal. Je suis pas venu ici pour ne pas me qualifier pour les quarts de finale de la prochaine Coupe d'Afrique. Voilà. Sinon, je serais pas venu. Alors, je vais tout faire pour. Et croyez-moi qu'on va bien se préparer. Je vais le répéter encore une fois, Patrice Beauvel, mon adjoint, qui a le secret des préparations pour les Coupes d'Afrique, puisque c'est lui qui fait la planification et tout, et il a quelque chose. Donc voilà, donc on va tout faire avec tout le staff. On va partir tel un commando, tel avec le drapeau devant pour représenter la nation, pour faire aussi taire les gens qui parlent beaucoup, parce que ça fait parfois aussi partie de certaines ambitions, et puis pour leur prouver qu'ils ont peut-être parlé un peu trop hâtivement. Donc voilà, on y va comme ça. Après, je me rappelle, en 2015, on me l'a dit après, mais 2 premiers matchs de la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, 2 matchs nuls. Vous imaginez que sur certains plateaux, on me l'a remporté après. Oh là là. Je pense que j'ai été le plus mauvais des entraîneurs du monde. Et puis 3 semaines après, je pense que les mêmes personnes, elles dansaient sur la table. Donc, pour expliquer un petit peu ma façon de faire, c'est on travaille en silence, et puis c'est le succès qui fait du bruit. Voilà. En anglais, vous savez, hein, work in silence and success will make noise. C'est comme ça. Oui, j'ai travaillé dans certains pays anglophones, donc voilà, il faut rester placide, il faut travailler, il faut partir d'un point A pour aller le plus proche possible du sommet. Mais surtout que les gens s'enlèvent ça de la tête s'ils pensent que je ne suis pas quelqu'un d'ambitieux. Il faut qu'ils interrogent certaines personnes de mon entourage pour qu'ils sachent que parfois je suis même un peu énervant avec ces ambitions. Votre expérience en Ligue 1, donc cette petite parenthèse dans votre vie de coach africain, donc Sochaux, effectivement, et puis Lille, c'est entraîner un club, c'est un autre métier, c'est complètement différent. Complètement différent. Et comment vous expliquez que en France, vous avez cette image d'entraîneur qui l'étiquette du sélectionneur, mais au niveau africain, et qui n'a pas réussi. Vous avez pris un risque? Oui, j'ai pris un risque, mais on m'a déjà rappelé en Ligue 1. Non, je peux vous le dire, ouais. Je vous dirai pas qui, mais on m'a déjà rappelé. Donc vous voyez, un jour on me rappellera. Puis un jour j'y retournerai. Parce que on tombe une fois, on tombe 2 fois, mais on se relève. Donc il faut se relever encore plus qu'on tombe. C'est ce qui est dans nos veines. Quand on est entraîneur, on est quelque part, on n'est pas des êtres normaux, on est des compétiteurs, on est toujours à la recherche du plus. Voilà. Moi, quand j'étais enfant, j'avais plein de rêves, mais c'était de devenir joueur.
Alors je ne suis pas devenu un très grand joueur à juste titre. Et puis après, j'ai eu la chance, en tant qu'entraîneur, de gravir les échelons, mais en partant de très loin. Puis petit à petit, donc voilà, donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous êtes un passionné, hein, ça se voit déjà dans votre parcours, quand vous avez commencé dans le métier, vous aviez un travail, vous vous réveillez très très tôt à 4 heures du matin tous les jours pour aller gérer votre petite entreprise de nettoyage et aller travailler, aller aussi, vous ne pouviez pas vivre à l'époque de votre passion et ça veut dire que voilà, que votre métier, vous l'avez dans le sang. C'est pas un métier, c'est une passion, ouais, c'est... Je suis capable d'aller entraîner quelque part gratuitement un jour. C'est pas... D'abord, si j'avais voulu gagner beaucoup d'argent, je serais plus en Afrique. Pensez bien que quand on a gagné 2 Coupes d'Afrique des Nations en 3 ans, vous savez d'où viennent les sirènes, où on peut gagner le plus d'argent. Donc, non, je suis resté parce que c'est pas toujours le seul moteur qui me pousse. Voilà, c'est de vivre ces émotions. Et l'émotion qui me ferait aujourd'hui le plus palpiter, il y en a 2, ça serait de regagner une 3e Coupe d'Afrique, comme l'a fait M. Shahata avec l'Égypte, mais lui, il a eu la chance de le faire avec une seule équipe, et puis participer à une Coupe du Monde. J'aimerais pas finir ma carrière d'entraîneur sans participer à une Coupe du Monde. Ça serait une bonne idée de le faire avec nous. Ça serait une très bonne idée. Bon, c'est la fin de cet entretien. Je vais vous laisser juste une petite minute pour vous adresser directement au public marocain. Quel est votre message à ce public alors qu'on est maintenant à 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations et aussi votre vision des choses aujourd'hui de cette sélection en vue d'une qualification. C'est votre rêve, c'est le nôtre aussi, pour une Coupe du Monde. Déjà... merci d'être venus aussi nombreux pour le match contre la Côte d'Ivoire, puisque ce jour-là, j'avais l'impression que si le stade avait fait 100 000 places, le stade aurait été plein. Puisque je l'ai souvent entendu aussi, pourquoi n'a-t-on pas joué à Casablanca? Parce que le stade n'était pas prêt. Mais c'était la première volonté de la fédération et la mienne. Malheureusement, c'était pas possible. Donc... le terrain... Parce que, excusez-moi, ça m'intéresse, on reproche beaucoup à cette équipe du Maroc, en tout cas soit à son sélectionneur, soit avant même que vous arriviez, soit à la fédération, que cette équipe joue tout le temps qu'à Marrakech, parce que c'est pratique, parce que c'est cool, parce que les hôtels sont bien et tout ça, et que du coup, cette équipe, on est en train de l'éloigner de son public. Cette équipe ne voyage pas beaucoup, comme si on prend l'expérience espagnole, par exemple, l'équipe d'Espagne, champion du monde, champion d'Europe, qui va se produire dans des stades de 5 000, 6 000, 7 000 places, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Cette équipe, on a l'impression qu'on tombe, mais corrigez-moi, hein, qu'on est en train de tomber dans la facilité. On vient à Marrakech, c'est pratique, les avions, les hôtels, c'est à côté du stade, le stade d'entraînement, c'est bien. Et du coup, on s'éloigne un peu de la base. Oui, pourtant, on a été joué à Tanger. Ça faisait très longtemps qu'une équipe nationale n'avait pas joué à Tanger. Alors, l'autre jour, quand on a été à l'Ayoun, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il faut venir jouer avec l'équipe nationale à l'Ayoun. Le terrain est très bon, pourquoi pas? Moi, j'ai aucun problème. Et s'il faut aller jouer... Est-ce que vous comprenez Non, mais je le comprends, bien sûr. Mais il faut simplement expliquer que... des fois, c'est pas possible. On a joué une fois à Rabat, je suis désolé, peut-être que je vais... Mais le terrain n'était pas bon. Voilà. Alors là, il y avait Agadir aussi. L'équipe nationale a beaucoup joué à Agadir avec mon prédécesseur, je crois. Donc, ils ont changé un petit peu. Nous, on a joué à Marrakech. Je pense et j'espère que les prochains matchs, on les jouera à Casa. Et si on fait des matchs amicaux, comme vous le disiez, il va falloir s'exporter un peu plus. On est allé jouer en Albanie, ce qui était pour moi une belle destination. Maintenant, il va falloir encore s'exporter un peu plus. Normalement, au mois de mars, après la Coupe d'Afrique, Inch'Allah, je l'espère, on va aller faire nos 2 matchs amicaux à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, en espérant trouver, et je ne désespère pas de trouver de bons adversaires. Et puis après, au Maroc, oui, il va falloir changer, parce qu'il faut que le public marocain redevienne
des amoureux de cette équipe nationale, mais le premier pas, c'est à nous de le faire. Vous avez parlé d'image, excusez-moi, c'est très très important. Est-ce que vous allez aussi travailler sur cette image de l'équipe du Maroc? C'est parce que peut-être des fois c'est des malentendus et après le fossé se creuse entre une équipe, entre une sélection et son public. L'image, c'est le plus important. C'est ce qui reflète le football de son pays. Il n'y a rien de plus beau quand les gens sont fiers de leur pays. Lorsque vous jouez une Coupe d'Afrique des Nations, que le pays s'arrête et regarde le match de son équipe nationale. Moi, j'ai toujours dit, j'aurais aimé à la fois la gagner, mais à la fois être dans le public à Abidjan ou à Lusaka lorsqu'on a gagné. Non, parce que c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose de fabuleux. Alors, je ne vous parle même pas du jour suivant. Parce que là, c'est... Je veux bien vous croire, parce que nous, on ne connaît pas. Vous avez célébré la Coupe du Monde 98 et même la finale 2004, mais lorsqu'il y a une victoire au bout, vous avez l'impression de planer. Ben, on compte sur vous. Et moi, j'aimerais bien que le public marocain soit fier de son équipe, sorte dans la rue pour applaudir ses joueurs, pour qu'ils soient fiers de leur équipe, fiers d'avoir porté les couleurs de la nation le plus haut possible. Voilà, c'est notre objectif. Et croyez, il faut que les personnes qui écouteront cette interview croient que c'est réellement sincère, que les joueurs ne viennent pas ici pour s'amuser. D'abord, ils ne s'amusent pas. Ils viennent vraiment pour porter les couleurs de leur pays. Et s'il y a pu avoir quelques petits contretemps, il faut qu'on fasse disparaître ces contretemps, il faut qu'on donne une image qui soit parfaite et il faut qu'on soit performant pour rivaliser avec les meilleures équipes. Voilà, c'est ça le plus important aujourd'hui. Hervé Renard, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. C'est la fin de cette 11e édition du Club. Mille merci de l'avoir suivi. On va se retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, dans notre format habituel avec nos chroniqueurs. Ça sera mardi pour le 12e numéro du Club. Ciao.